Alors, Bertrand Augier de l'Université de Nantes va nous parler de violence et crise à Rome à la fin de la République romaine, des troubles civils aux guerres civiles, et il aura à cœur de parler juste 30 minutes. Merci pour cet avertissement. Merci aussi de me donner l'opportunité de parler dans cette belle journée d'études et puis de m'avoir accueilli dans la ville de Caen, auquel je ne suis pas directement lié, mais par directrice de thèse interposée. Donc je salue aussi Madame Degnaud qui est présente aujourd'hui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que donc, je voulais commencer par le fait que... Posez votre masque, Bertrand, ce serait mieux. On reconnaît fréquemment dans la fin de la période républicaine, et en particulier dans la période ouverte par le tribunat de Tiberius Gracchus et son assassinat en 132, et qui se referma par la victoire d'Octavien au terme des guerres civiles en 30 avant Jésus-Christ, on reconnaît dans cette période une période marquée par l'irruption de la violence dans la vie politique romaine. Ce qui est la conséquence d'une vision qui était déjà très présente dans les sources dès l'Antiquité et dès la fin de la République romaine. On la retrouverait chez Cicéron, chez Varron, chez Salluste. Toutes des sources qui sont marquées par un pessimisme moral dont les modernes, finalement, ont très largement hérité. La cité, en accédant au statut de grande puissance méditerranéenne, en s'enrichissant, se serait éloignée des valeurs traditionnelles du mos maiorum. Ainsi, pour Lucain, donc le texte que j'ai mis ici, les causes de la guerre civile sont les suivantes. Des germes cachés de guerre ont toujours englouti les puissants, lorsqu'en effet la fortune, en assujettissant le monde, eut introduit des richesses excessives, quand les mœurs surent fléchies sous la prospérité, quand le butin et le pillage eurent invité au luxe, plus de bornes alors. On fuit la pauvreté féconde en héros et on fait venir de l'univers entier ce qui perd toute nation. Ce n'était plus ce peuple heureux d'une paix sans trouble, vivant dans la liberté sans avoir à prendre les armes. De là, des lois et des plébiscites votés sous la contrainte et des tribuns unis au consul, semant le désordre dans les tribunaux. De là, le peuple mettant à l'encan sa propre faveur et une brigue funeste à la ville, ramenant tous les ans des combats sur le champ de Mars vendus. De là, un gain chaque jour plus avide, la loyauté ébranlée et une guerre profitable à beaucoup. Donc, la guerre civile, la fin de la République romaine, toute cette période, finalement, est perçue comme une longue période de décadence morale. Il n'en reste pas moins que, pour les anciens, toute cette période, c'est aussi une période de révolution, une période de crise, qui est marquée par une division de la classe dirigeante, vision dont nous aussi, on a très largement hérité. Et c'est d'ailleurs le point de vue classique de Salluste sur les événements qui compare le temps idéalisé du IIe siècle avant Jésus-Christ aux dernières années de la période républicaine. Le Sénat et le peuple romain se partageaient le gouvernement sans passion ni violence. Ni la gloire ni le pouvoir n'allumaient de lutte entre les citoyens. La peur de l'ennemi maintenait la cité dans le devoir. Ça, c'est le IIe siècle. Ensuite, catastrophe. Mais dès que cette crainte eut disparu des esprits, donc dès qu'il y a hégémonie romaine sur la Méditerranée, en quelque sorte, dont on parlera tout à l'heure avec Pierre-Luc, les mots amis de la prospérité, la licence et l'orgueil apparurent à leur tour. La noblesse et le peuple mirent au service de leur passion l'une sa dignité, l'autre sa liberté, et chacun de tirer à soi, de piller, de voler. Et la République, qui jusque-là s'était trouvée entre les deux, fut misérablement déchirée. Donc de nouveau, une appréciation morale de la crise qui se retrouverait dans l'analyse, toujours par Salluste, de la période qui suit la prise de pouvoir de Sylla. Voici ce que je pense. Comme tout ce qui est né doit périr, lorsque sera venu... pardon, je me suis trompé. J'ai oublié de mettre le passage. C'est pas très grave. Ce que dit Salluste sur ce passage, c'est que le vol et le pillage devinrent la loi commune. L'un convoitait une maison, l'autre des terres. Les vainqueurs ne connurent ni modération ni mesure. Ils exerçaient contre les citoyens les plus honteuses violences. Donc ici, un autre élément est d'ailleurs introduit, c'est la violence politique. Violence politique qui est conçue comme la conséquence de toute cette période de décadence morale. Comment entendre décadence politique ? C'est évidemment, de manière presque pléonastique, une violence œuvrant dans le champ politique de la part d'acteurs avec des prétentions et des effets politiques. Donc une violence qui est dans un rapport avec l'État, ou du moins dans le cadre du système républicain romain, avec la classe dirigeante de la res publica. La conséquence directe de cette violence politique, selon cette lecture qui est héritée des anciens, c'est l'établissement perçu comme inévitable du pouvoir personnel à la suite des guerres civiles. Donc là aussi, on peut citer une source tardo-républicaine, donc qui est celle cette fois du
pseudo-Salluste, les lettres à César. Voici ce que je pense, comme tout ce qui est né doit périr, lorsque sera venu pour Rome le moment fatal de sa chute, les citoyens en viendront aux mains entre eux. Alors, épuisés et exsangues, ils deviendront la proie d'un roi ou de quelques nations étrangères. On retrouverait d'ailleurs cette idée chez Horace, qui est le témoin privilégié des guerres civiles. Je n'ai pas mis le texte, mais bon, je peux le citer. Horace qui explique que celui qui voudra mettre un terme à des meurtres impies, à la rage entre citoyens, devra avant tout oser réprimer une licence sans mesure. Le point de vue d'Horace est évidemment orienté, puisque celui qui va réprimer cette licence sans mesure, c'est évidemment Octavien, qui vient prendre le pouvoir, qui devient ensuite Auguste, et qui établit le principat augustéen. Donc on a une vision téléologique de l'histoire, en quelque sorte, qu'on va retrouver ensuite dans l'historiographie contemporaine et dans un certain nombre d'ouvrages scientifiques destinés donc au public savant, mais aussi au plus grand public. Par exemple, j'ai trouvé dans un ouvrage récent de Jean-Noël Robert, « Les guerres civiles ont sonné le glas d'un régime qui faisait la fierté de Rome, mais qui ne pouvait survivre à son extension territoriale, ni surmonter l'évolution des mentalités et la crise morale que celle-ci avait engendrée. » Donc c'est les guerres civiles, finalement, qui viennent clore ces dernières décennies républicaines, apparaissent comme un moment, en quelque sorte, paroxystique, où la violence politique, qui était déjà omniprésente dans les décennies précédentes, a été en quelque sorte exacerbée. Donc la rhétorique de la crise, qui était mise en œuvre par les anciens, a exercé une influence décisive sur les modernes, à tel point que cette période de la fin de la République romaine est habituellement associée dans l'historiographie aux notions de déclin, de révolution, d'Untergang, de fall. La notion de crise appliquée à la fin de la période républicaine est donc d'ordinaire porteuse de préconceptions, de jugements de valeur, induisant par conséquent un effet de distorsion sur l'interprétation historique généralement proposée de ces années. Donc, je souhaite d'abord commencer par une sorte de détour par la notion de crise et l'usage heuristique qu'on peut en faire pour ensuite la mettre en rapport avec la violence et l'évolution de la violence politique à la fin de la période républicaine. Ce qu'on doit préciser d'emblée, c'est qu'à travers l'historiographie de la fin de la période républicaine, on touche précisément une limite du concept de crise, en tout cas tel qu'il est mis en œuvre par l'historiographie contemporaine. Et là, on peut rappeler une critique qui a été formulée dès les années 70 par Edgar Morin, qui appelait de ses vœux, évidemment dans un contexte autre, une refonte de ce qu'il appelait la crisologie. Trop souvent, en effet, selon lui, le terme de crise ne fait que décrire une réalité avérée, et donc se trouve dépourvu d'utilité, du fait d'un usage de plus en plus naturalisé et réifié de la notion. Toutefois, le terme de crise, qui est emprunté au vocabulaire médical, constitue aujourd'hui un concept clé des sciences humaines et sociales, en écho d'ailleurs à l'inflation de l'usage du mot, dans les médias. Les usages du terme de crise ont été, selon Reinhard Koselleck, incorporés dans le langage social et politique moderne, certes suivant des modalités variées. Une crise, en première lecture, c'est avant tout un événement qui est caractérisé par son anormalité, qui tranche, qui juge, qui met en jeu à la fois le passé et l'avenir de l'action dont il marque le cours. La crise, elle vient rompre avec les modes habituels de l'agir. Elle implique d'affronter l'incertain. Elle suscite le jugement critique, les mises en cause de cadres sociaux, politiques, économiques, culturels, des cadres qui auparavant ne faisaient l'objet d'aucune forme de discussion. Donc en résumé, on pourrait parler de crise, et là je suis la définition qui en est donnée par Jean-Michel David. On peut parler de crise lorsqu'une société est incapable de se reproduire tout en conservant ses modes de fonctionnement, en particulier politique, et lorsqu'elle est incapable de se reproduire en se conformant à ses représentations. En réalité, donc ce qui pose problème ici, ce n'est pas la valeur opératoire du concept de crise, mais en fait l'usage très souvent trop lâche qui en est fait dans l'historiographie. Une crise, ce n'est pas un simple conflit, c'est un phénomène beaucoup plus complexe avec beaucoup d'aspects concomitants, qui conduit à des changements susceptibles de conduire eux-mêmes à une transformation d'ensemble du système. Donc, si on repart d'une définition de base de la crise, on peut en fait la caractériser par 3 éléments cruciaux. L'ampleur et la pluralité des changements structurels qu'elle va imprimer à une société, une durée limitée dans le temps, et puis la conscience qu'ont les contemporains de vivre des mutations majeures, et généralement ressenties comme négatives. Dans le cadre de cette communication, ce qui va surtout nous intéresser, c'est ce dernier point. On voit immédiatement le rapport avec ce qui précède, avec ce que j'ai précédemment expliqué. On l'a dit, les contemporains
de la fin de la République romaine, des dernières décennies, ils avaient conscience que les transformations de grande ampleur étaient à l'œuvre au sein de la cité, avec notamment l'irruption de la violence, qui à leurs yeux induisait le risque de dévoiement des institutions, notamment sous la pression des imperatores rivaux, mais ça induisait aussi le risque de mise en cause du mos maiorum, de l'ordre politique et social traditionnel. Un des changements majeurs dans ce cadre intervient bien avant les Gracques. Pour Cicéron, toutefois, ça remonterait en fait avant les Gracques. Mais pour les contemporains, on peut considérer malgré tout que eux perçoivent la rupture comme induite par le double tribunat de Tiberius et Caius Gracchus. Pour Cicéron, les Grecs ont commencé à saper les fondements de la République. Là, je cite le De Officiis. Pour Florus, qui écrit plus tard, toutes les séditions ont pour cause la puissance tribunicienne. Donc en fait, on voit qu'eux remontent aux Grecs. Mais en réalité, le phénomène gracchien, nous, on sait qu'il est plutôt le résultat d'une controverse interne à la cité, qui existe déjà dans les décennies précédentes et qui a été récemment mise au jour par Claudia Moatti. Une controverse qui porte sur la notion de res publica, la définition à donner à cette notion. Ce que Claudia Moatti a montré, c'est que le IIe siècle, et en fait l'époque gracchienne c'est juste le paroxysme de ce moment en quelque sorte, c'est marqué par un affrontement entre deux conceptions concurrentes de la res publica. D'un côté, une conception ancienne, une res publica, qui est divisée en partes, en parties, où finalement la res publica ne correspond pas à une notion théorique, mais est le résultat d'interactions, de négociations, de conflits entre les différentes parties, entre les différents partes, c'est-à-dire les magistrats, le peuple, le Sénat, mais aussi la plèbe, le patriciat, etc. De l'autre côté, à partir du IIe siècle, émerge une nouvelle définition de la res publica. Une volonté, en fait, de la part des élites, en particulier, de préciser le sens à donner à res publica. Et cette tendance, elle est liée, selon Claudia Moatti, au modèle polybien d'analyse des institutions romaines. Donc on a une conception romaine qui insiste sur le fait que la res publica est cette fois une entité indivisible et marquée par le consensus. Donc il y a une conception en quelque sorte organique, harmonique de la res publica, qui repose sur un équilibre permanent de ces parties, sur la concorde entre les citoyens, et donc l'importance de la tradition pour souder un peu tout ça. Avec une conséquence, c'est que les élites qui se sont ralliées, les membres des élites qui se sont ralliés à cette conception, vont refuser de négocier autour de la res. Ils vont entendre désormais définir la res publica une bonne fois et pour toutes. D'une certaine manière, on peut considérer que les dernières décennies de la période républicaine sont fondamentalement animées par cette controverse entre deux perspectives. Une controverse qui recouvre d'ailleurs partiellement le clivage traditionnel et discuté entre populares et optimates. Cette perspective, elle ouvre en fait à une conception renouvelée du phénomène critique, et notamment à l'aune des apports de la sociologie pragmatique, donc de Luc Boltanski et Ève Schiapello. En adaptant l'important appareil conceptuel de cette sociologie pragmatique, il semble possible de considérer en fait cette crise de la fin de la République, ou ces crises plutôt de la fin de la République, puisque moi je préfère en identifier plusieurs, les identifier comme des controverses. Donc, des controverses dont la résolution supposait un accord entre les acteurs autour d'une convention. Convention qui serait une règle de coordination connue de tous et suffisamment enracinée pour que sa mise en pratique soit subconsciente. Donc la notion de res publica en particulier. Donc on n'aurait pas une longue crise, mais en fait il faudrait aborder la fin de la période républicaine comme une série de disputes successives autour de la notion de res publica. D'où une nécessité de réévaluer le temps court, d'aborder la période selon une perspective qui est en quelque sorte micro-historique, réévaluer le poids de l'événement. Et dans ce cadre, le phénomène de la violence politique tardo-républicaine peut faire l'objet d'une réévaluation. On peut partir des travaux qui sont déjà anciens, en particulier ceux de Lintott, sur les mouvements de violence collectifs, qui sont très bien attestés à la fin de la période républicaine. Et
des travaux qui ont été récemment réactualisés par la publication du livre très important de Cyril Courrier sur la plèbe de Rome et sa culture. Ce que Cyril Courrier montre bien en particulier, c'est que, selon lui, les mouvements de la plèbe, les mouvements collectifs donc, se sont presque exclusivement inscrits au sein de la structure politique existante, dans les canaux officiels de la République romaine. Pour lui, les actions collectives de la plèbe prennent systématiquement pour cadre les 3 organes civiques fondamentaux que sont les procès, les comices et les contiones, qui sont tous situés sur le forum. Les violences, et il y en avait souvent, elles étaient souvent le fait de bandes organisées. Mais l'objectif, c'était de rompre avec le processus législatif, électoral, judiciaire normal. Puisque le peuple, en fait, dans le système romain, n'était réuni que pour ratifier ou se prononcer sur une proposition de loi, pour se prononcer sur une candidature ou pour assister à un procès, ou bien encore pour se voir expliquer une proposition de loi ou présenter une candidature. Donc, finalement, pas vraiment de rôle actif. La mobilisation collective, y compris par la violence, s'effectue donc dans un but précis, traditionnellement à Rome, de façon presque toujours réactive et sous l'impulsion d'un leader. Un leader qui d'ailleurs est presque toujours un magistrat. Il s'agissait pour le peuple de Rome de manifester son approbation ou sa désapprobation à l'égard d'actes ou de paroles d'un aristocrate ou du Sénat, à travers toute une gamme de réactions qui allaient du vote jusqu'aux attaques physiques, parfois les plus violentes, mais suivant une forme largement ritualisée, qui en fait relève de la convention sociale. Cette violence ritualisée, on la voit apparaître en particulier dans la décennie précédant le conflit civil, à l'occasion de moments de crise, tels que je les ai identifiés. En particulier, donc, un de ces moments de crise, ça va être le consulat de César. Et là, on a Plutarque qui nous décrit l'épisode. En vertu de son autorité de consul, César appliquait les propositions que les tribuns les plus arrogants et les plus méprisants faisaient pour complaire la foule, et circonvenait ainsi honteusement et bassement le peuple. L'opposition de Caton effraya César et Pompée qui recoururent à la violence. D'abord, quand Bibulus descendit au forum, on répandit sur lui un panier d'ordures. Ensuite, ses licteurs, Bibulus c'est le collègue de César au consulat, ensuite ses licteurs furent attaqués et leurs faisceaux brisés. Pour finir, comme les javelots se mettaient à pleuvoir et qu'il y avait de nombreux blessés, tous s'enfuirent du forum en courant. Caton se retira le dernier, appelant, en maudissant ses concitoyens. Ici, en fait, on a l'impression d'un épisode très violent, mais en fait, on distingue surtout plusieurs aspects d'une violence qui est ritualisée. Il ne s'agit pas de minimiser la violence, mais de montrer qu'il y a un aspect qui est extrêmement ritualisé. Ici, ce sont les symboles du pouvoir qui sont attaqués. En l'occurrence, un magistrat en charge, Bibulus, qui est insulté, menacé physiquement, pris à partie par le jet d'ordures. Le but, c'est de porter atteinte à sa dignitas, à son prestige personnel, et de sorte que ça finit par des faisceaux, qui sont symboles de son impérium, qui sont brisés par la foule. Et là, il s'agit à l'évidence de destituer en quelque sorte symboliquement le magistrat. Donc violence rituelle qui obéit à ce que Cyril Courrier définit comme un code d'interprétation, qui permettait justement et traditionnellement à la plèbe de Rome de se faire entendre des classes dirigeantes, tout en l'insérant dans un cadre traditionnel relevant de la norme de comportement. D'ailleurs, et en allant plus loin, on peut affirmer que ce type de violence était constitutif d'une sorte de mémoire collective plébéienne et donc d'une identité plébéienne. En particulier, ça liait ce type d'épisode-là à la sécession de la plèbe sur l'Aventin, la période de la République archaïque. Donc une réactivation de cette mémoire-là de manière ponctuelle. L'intérêt porté au concept de crise que j'ai évoqué plus haut et à ces manifestations potentiellement violentes doit nous conduire en fait à aborder ces multiples épisodes critiques, c'est-à-dire ces épisodes de crise, sous l'angle du politique, afin de revenir sur une perspective trop englobante et consensuelle de la cité, elle-même issue de cette image idéalisée et idéologiquement marquée qu'une partie de l'élite voulut donner de la cité. C'est res publica réifié dont je parlais plus haut. Ainsi que le souligne Vincent Azoulay, le politique, et je reviendrai sur cette notion de politique, le politique, pas la politique, le politique désigne un champ d'action diffus et non institutionnalisé, recouvrant l'ensemble des discours, des rituels et des pratiques collectives, qui contribuent à forger au sein de la communauté un sentiment d'appartenance partagée. Processions, sacrifices, fêtes, banquets, distributions, chœurs ou représentations théâtrales. Encore faut-il immédiatement préciser que ce n'est que dans un cadre conflictuel que ces pratiques communautaires peuvent être revêtues d'une véritable force intégratrice. Le politique, donc, ce qui correspond au champ extra-constitutionnel de la politique,
n'était pas seulement, ni même essentiellement, la ritualisation d'un ordre civique harmonieux, mais comprenait une dimension conflictuelle fondamentale, dont on peut même considérer qu'elle lui était en quelque sorte connaturelle. Donc les crises, à notre sens, c'est précisément ce moment où la conflictualité devient la dimension dominante et fondamentale du politique, ce qui va provoquer des recompositions à l'échelle de la cité, autour de conventions qui vont être nouvelles, qui vont être refondées. Et donc à ce moment-là, on a en quelque sorte une rencontre entre le politique et la politique, entre l'extra-institutionnel et l'institutionnel, qui va se trouver transformé par ces manifestations potentiellement violentes. Ainsi que le feront apparaître des épisodes comme la sécession de la plèbe, l'épisode gracchien, voire le consulat de César, par exemple. Pourtant, ce type de violence ritualisée, qui existe de très longue date à Rome et qui fait donc partie du dialogue qui existait entre la plèbe et les élites, apparaît insupportable aux contemporains, en particulier par toute une frange de l'élite, à la fin de la période républicaine. L'attitude de Caton d'Utique, qu'on a évoquée plus haut, est révélatrice à cet égard. Ce qui est plus éclairant encore, c'est le propos de Cicéron dans le De Legibus, donc à l'extrême fin de la période républicaine. Que l'on proscrive la violence. Rien n'est plus contraire au droit et aux lois, rien n'est moins civil et plus inhumain que le comportement de celui qui se livre à la violence dans une société constituée. Donc là, il faut sans doute lire cette difficulté et ce blocage, en quelque sorte, à l'aune de l'opposition évoquée entre une conception popularis et une conception optimas de la Respublica. Les deux camps s'affrontèrent en particulier, on le sait, autour de la notion à donner au populus romanus, de la définition à lui donner, mais aussi du rôle à lui donner dans la cité. C'est ce que montre bien Claudia Moatti. En 46 avant Jésus-Christ, au beau milieu des guerres civiles, donc, dans le De Partitionibus Oratoriae, Cicéron synthétise les termes de cette opposition à propos d'un procès fameux, celui du tribun Norbanus, sans doute en 94 avant Jésus-Christ. Ce dernier, qui était un popularis, avait mis victorieusement en accusation un personnage qui s'appelle Quintus Servilius Caepio, qui est consul en 106, au motif qu'il s'était rendu responsable de la défaite d'Orange face aux Cimbres et aux Teutons en 105. On a donc un succès judiciaire de la part de Norbanus qui n'est pas sans conséquence, puisqu'ensuite il va être accusé de violence, des oui, par Publius Sulpicius Rufus, qui est tribun de la plèbe en 88. Pour avoir utilisé la violence pour obtenir l'exil de Caepio. Et à cette occasion, donc Norbanus va être défendu avec succès par l'orateur Antoine. On a là un conflit de basse intensité qui, d'une certaine manière, est un épisode critique et qui dépasse en fait le cadre strictement judiciaire, donc, parce qu'il concerne justement les thématiques liées à la controverse autour de la souveraineté du populus romanus. Ce que va défendre Antoine dans sa plaidoirie en faveur de Norbanus, c'est une conception popularis, de défense de la souveraineté du populus romanus. Populus romanus qui est défini comme le peuple des comices, le peuple politique, dont il s'agirait de conserver le pouvoir et les droits. Avec cette conception du populus romanus, on revient donc à cette rhétorique archaïque, héritière du conflit des ordres, celui des droits et de la puissance populaire. Ailleurs, Antoine va aller plus loin et tenter de montrer que la sédition de Norbanus était en fait légitime, dans une argumentation qui s'appuie sur une conception de la politique qui faisait du conflit et surtout de la violence orchestrée par le peuple souverain un élément fondateur. Et c'est ce qu'on va trouver en particulier dans ce passage-là. Je rassemblais toutes les espèces de sédition, les excès, les dangers qu'elles entraînent. Je traçais le tableau de toutes les évolutions de notre République. Je conclus que si toutes les séditions avaient été fâcheuses, quelques-unes cependant furent légitimes et presque nécessaires. J'avançais que ce que Crassus rappelait tout à l'heure, qu'on n'avait ni pu chasser les rois, ni instituer le tribunat, ni restreindre par tant de plébiscites la puissance consulaire, ni établir l'appel au peuple, cette sauvegarde de la République, ce palladium de la liberté, sans provoquer une vive résistance de la part des nobles. Que si ces séditions avaient fait le salut de Rome, il ne fallait pas, de ce qu'il avait pu s'élever un mouvement populaire, en faire un crime à Norbanus, et un crime capital. J'ajoutais que si, quelquefois, on avait reconnu au peuple le droit de se soulever, ce que je démontrais par les faits, jamais il n'en avait eu une cause plus légitime. Donc le conflit, parfois violent, fait pour Antoine, qui est un populariste, partie intégrante de l'histoire de la Respublica, et des crises que cette dernière va connaître. Qui sont source de recomposition, on le voit, de recomposition politique, de nouvelles institutions qui se créent. Cette vision tranche avec la conception des optimates,
celle de la res publica comme forme juridique définie a priori, défendue par une partie donc, de cette élite aristocratique romaine, dans le cadre de laquelle les conflits, les divisions, donc toute forme de crise apparaît insupportable. Dans le cadre de la constitution mixte polybienne, tout le monde est à sa place. Au cours du IIe siècle, certaines familles ont cherché à contrôler davantage le jeu politique et en fait ont promu cette vision-là, cette vision réifiée de la res publica, qui apparaît dans la rhétorique Aerenius, donc texte de 80 avant Jésus-Christ. Mais lui répond, il diminue la majesté de celui qui atteint la grandeur d'une cité par un amoindrissement. Moi, je n'ai pas fait cela, mais j'ai empêché l'amoindrissement, car j'ai conservé le trésor, j'ai résisté aux passions des mauvais sujets, je n'ai pas toléré la diminution de la majesté. De quoi s'agit-il ici? C'est un passage qui concerne un autre procès, celui de Quintus Servilius Caepio Minor, accusé par Saturninus d'avoir empêché le vote de sa lex frumentaria, de sa loi frumentaire. De nouveau, un épisode critique, le tribunat de Saturninus, qui, on le sait, s'achève par l'exécution violente de Saturninus avec un senatus consulte ultime, élimination physique de Saturninus. Ici, on a la majestas du peuple de Rome, du populus romanus, qui est définie par les adversaires des populares comme celle de l'État souverain, de la res publica comme entité insécable, ainsi que le démontre de nouveau Clodea Moati. Alors que les populares défendaient les droits politiques du populus, leurs adversaires les accusaient de menacer l'intégrité de la res publica. Et dans sa défense, Servilius Caepio évoque, on le voit ici, le detrimentum, dans un sens très matériel, d'amoindrissement, d'érosion, d'attaque, avec une référence au bien public, et en particulier à l'aerarium, c'est-à-dire au trésor de la cité. Donc ici, dans l'argumentaire de Caepio, ce qui est central, ce n'est pas le populus politique, contrairement à l'argumentaire popularis, mais en fait le peuple juridique, la res publica dans son intégrité. Et dans ce cadre, la violence, même ritualisée, était fondamentalement transgressive. Et on va retrouver cette idée dans des sources plus tardives, notamment Plutarque, qui affirme que le but de l'action politique, c'est de faire régner entre les citoyens la concorde. La conséquence de cette conception, cette seconde conception, qui en fait va devenir dominante, ça va être une sous-estimation des conflits antérieurs, de tous les conflits qui ont précédé les Gracques, et cette idée que je signalais plus haut, que en fait, l'épisode gracchien, c'est une rupture dans l'histoire de Rome, et une instauration, en quelque sorte, l'émergence du conflit, l'émergence de la violence à Rome, alors que cette violence existait très largement avant. Donc c'est ce passage d'Appien, que je ne lis pas pour gagner un peu de temps, mais ce qui est certain, c'est que l'épisode gracchien, dans cette conception politique-là, marque un tournant. En quelque sorte, pour tout ce deuxième courant politique, on aurait là un épisode qui ouvre à des manifestations inédites de violence, une violence qui apparaît cette fois transgressive et exacerbée. Comment l'expliquer, alors même que la violence politique et le conflit étaient inscrits dans le cadre du fonctionnement normal de la cité? Donc, je le disais, il y a une minimisation de la violence d'époque pré-gracchienne. Mais par ailleurs, dans cette conception désormais dominante de la res publica comme insécable, la violence, qui est toujours placée sous le régime de l'exception, elle n'est désormais tolérable qu'à condition qu'elle est mise en œuvre par un dépositaire de l'autorité publique, notamment un magistrat, et rei publicae causa, c'est-à-dire en fait pour une juste cause. C'est ainsi qu'émerge dans le droit romain, à ce moment-là, la figure de l'exception et de la violence d'exception, qui va être plus tard théorisée par Ulpien, qui définissait une action de violence extrême, précisément, vis atrox, donc la violence extrême, comme, et là je cite Ulpien, une action faite contrairement aux bonnes mœurs, mais il en accepte de cette violence extrême, celle à laquelle un magistrat a eu recours pour une juste cause, c'est-à-dire recte, à condition qu'il ait agi selon le droit et selon les pouvoirs légaux de sa charge. On trouve cette idée appliquée dans la répression de la sédition, dans l'élimination des adversaires lors des guerres civiles. On peut éliminer quand c'est pour une juste cause. Donc, on a là l'émergence, en quelque sorte, d'une véritable intolérance à la crise, face à laquelle une seule réponse institutionnelle est possible, c'est la violence. Mais une violence qui n'est pas du ressort du politique, mais en quelque sorte de la politique, du jeu des institutions. Mais d'institutions qui agissent sur le mode de l'exceptionnalité. Cette dimension, elle apparaît dès les lendemains de la mort de Tiberius Gracchus,
mais surtout au lendemain de la mort de Caius Gracchus, son petit frère, ses partisans, en 121. Parce que cette mort, elle a été orchestrée par un senatus consulte ultime, donc précisément une procédure d'exception, qui va déplacer le traitement des troubles séditieux, ou en tout cas des troubles perçus comme séditieux par les optimates, vers le champ de la décision politique, et non plus dans le champ de la procédure religieuse ou judiciaire, suivant des mécanismes qui existaient déjà auparavant. Il y avait un crime de trahison, par exemple, à Rome, mais on ne va pas utiliser cette procédure judiciaire classique. On va utiliser une procédure d'exception. Pour justifier cette procédure d'exception, on voit l'argumentaire qui ensuite va être mis en œuvre par les partisans du consul Opimius, celui qui a pris en charge la répression contre Caius Gracchus. Celui-là ou celui-là? J'ai le choix. Ok. Pardon? Entre les deux. Entre les deux, d'accord. Bon, de toute façon, j'arrive à la fin. Du coup, l'idée qui va être en particulier mise en avant par Scipion Émilien, par Carbo, qui sont les deux défenseurs principaux d'Opimius, ils vont plaider que Caius Gracchus a été exécuté pour le salut de la patrie, pro salute patriae, donc recte, à juste titre. Donc ici, il y a une mise en avant de l'idée selon laquelle, même s'il n'est pas légal donc de tuer quelqu'un sans procès, ça fait partie, malgré tout, de quelque chose qui est faisable quand c'est fait pour le salut de la patrie. Donc, on voit que la défense d'Opimius porte non pas sur la légalité de l'action, mais en fait sur sa légitimité. Recte, c'est la conformité à une règle, donc la reconnaissance d'une juste cause. L'exception à la loi, elle va être fondée sur un principe supérieur au droit strict, principe supérieur à la légalité. On a donc, en conséquence, la reconnaissance de ce principe supérieur à la légalité, qui va être reconnu d'ailleurs immédiatement, parce que Opimius va être acquitté, effectivement, de toute accusation. Donc ce qui change, c'est qu'avec la répression contre les Gracques, en fait, ce n'est pas les Gracques qui sont responsables, quelque part, de l'émergence de la violence politique à Rome, c'est plutôt qu'au nom de la Respublica, désormais, peuvent disparaître toutes les sauvegardes érigées contre l'arbitraire des magistrats, pour la protection d'un citoyen romain. Désormais, la Respublica est l'objet même de l'exception. Et c'est ainsi qu'au fil des années, le senatus consulte ultime va devenir la réponse récurrente que l'on apporte à toute résistance, en particulier à l'autorité du Sénat. On va avoir de manière très récurrente aussi une accusation de tous ceux qui menacent l'autorité traditionnelle du Sénat d'agir contra rem publicam, contre la République. Donc ici, on a une forme de consensus obligé, pour reprendre une expression qui a été mise en avant par Chantal Mouffe. Toute forme de dissensus semble automatiquement exclue. Donc on a une sorte de théorie de la sédition qui va se mettre en place à ce moment-là, avec aussi cette idée, et là je synthétise très vite, mais elle est très importante aussi, c'est que les séditieux peuvent être traités comme des adversaires militaires. Et donc en fait, vont se mettre en place des procédures militaires, des procédures de coercition, de jugement sommaire, à travers toute la période de la fin de la République romaine. Et les cas extrêmes, c'est évidemment le cas des proscriptions, en particulier, le cas des proscriptions silaniennes, plus des proscriptions triumvirales, au cours de laquelle les adversaires politiques se trouvent purement et simplement exécutés. Donc là, on a une brutalisation de la vie politique romaine, qui est mise en évidence par un article de Clément Bure à paraître, qui fait suite, en quelque sorte, à cette intensification des violences au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, avec une transposition, probablement aussi, de la violence de guerre à laquelle était confrontée Rome à l'extérieur sur la scène politique interne. Donc, la violence extrême dans les guerres civiles est en fait... dans les guerres civiles et dans les dernières décennies de la période républicaine, ça apparaît en quelque sorte comme la seule réponse possible aux situations de crise. Il y a à ce moment-là un rétrécissement de la chose publique, une négation de la dimension conflictuelle du politique par une frange conséquente des élites romaines. L'apparition des violences extrêmes se fait lorsque la cité se trouve dépourvue de tout espace de conflictualité, destiné à servir d'exutoire aux situations de crise. Lorsqu'on va nier
la capacité de la plèbe à exprimer cette conflictualité. La violence est donc d'une certaine manière à l'origine des crises et non l'inverse, ce qui nous mène à une sorte de renversement de perspective. Les violences extrêmes de la fin des guerres civiles, de la période républicaine, sont donc très largement la conséquence d'une radicalisation de l'idéologie de la défense de la res publica comme entité réifiée et de son institutionnalisation par opposition à une violence ritualisée qui ressortissait du politique. Ces dernières n'avaient pas totalement disparu, et il faudrait, à mon sens, lire l'action politique de Claudius dans les années 50 en ce sens, et de même la disqualification cicéronienne de ces motivations à la lumière de la disqualification de toute forme de dissension civique. Cependant, leur inefficacité fut patente, puisque même dans ces formes plus extrêmes, en général, ce type de manifestation était suivi plutôt d'un raidissement de la part du Sénat. D'une certaine manière, c'est seulement avec, par exemple, la manifestation spectaculaire de disons que je pense surtout qu'à la fin de la période républicaine, et pour synthétiser, parce que je dois vraiment conclure, oui. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'à la fin de la période républicaine, la violence va être réintroduite dans le jeu politique par l'intermédiaire d'un groupe, en quelque sorte nouveau, qui dispose de capital violence, et dont l'émergence politique va permettre de façonner un nouveau régime. Et ce groupe, avec une importance politique nouvelle et renouvelée, c'est évidemment les armées, la fin de la période républicaine, en particulier les armées des guerres civiles, qui vont, par la violence là aussi, façonner quelque part un nouveau régime politique. Et je m'arrête ici. Voilà, merci.